Bonsoir à tous. Nous sommes très contents de vous retrouver ce soir. Nous retrouvons donc le docteur François Asselborn qui va vous exposer le premier chapitre de son cours en implantologie, comment analyser les profils socio-psychologiques de vos patients. Je vous invite à poser toutes vos questions dans le Q&R. Je vais laisser la parole au docteur François Asselborn. Donc, cette analyse socio-psychologique, ce chapitre fait partie du cours global. Tout d'abord, repréciser où se situe ce chapitre dans la globalité Ce chapitre, on fait une analyse du patient. Tout d'abord, on part du patient, on commence par une analyse globale du patient. Et cette analyse globale, on commence par justement l'analyse psychosociologique. Ça sera le chapitre d'aujourd'hui. Ensuite, il y a l'analyse physiopathologique du patient, c'est-à-dire les pathologies et tout ce qui est physio et pathologie du patient. Ensuite, on revient à la sphère buccale. Donc, tout d'abord, le chapitre, le contexte parodonto-gingival et muqueux. Ensuite, il y aura un cours sur le contexte osseux anatomique. Enfin, un chapitre sur le contexte biomécanique, puis le contexte esthétique. Quand on aura étudié ces 6 chapitres, on en fera une synthèse, ça sera un autre cours, pour passer du patient au terrain. Et enfin, il y aura plusieurs chapitres qui nous serviront pour savoir comment adapter au mieux le matériel et les techniques au terrain. Ceci, c'est le plan du cours, mais c'est également une grille de lecture qui nous sert lorsque l'on a un patient face à nous, premièrement, et pour communiquer entre le tuteur et l'apprenant. Ça permet de gagner du temps et lorsqu'on parle d'un cas, eh ben, très vite, l'apprenant va nous parler du contexte osseux, éventuellement du contexte des cas, des choses particulières dans le contexte psychosociologique. Donc, tout d'abord, pourquoi il faut avoir une analyse psychosociologique spécifique pour l'implantologie? Déjà, pour se rapprocher au plus près des besoins de nos patients. En dentisterie, la demande, elle est directe. C'est soulager, c'est soigner, c'est entretenir, c'est remplacer. En implantologie, c'est différent. La demande est indirecte. D'abord, l'implantologie, c'est une technique particulière où les aspects de confort financier prennent des parts prépondérantes. Donc, nous voyons tout de suite qu'il faut analyser différemment les besoins de nos patients. Ensuite, pour parler autrement, l'implantologie, c'est une thérapeutique de confort. Soigner un patient, c'est obligatoire. Ce n'est pas un confort. L'implantologie restera toujours une option. Et ça nous impose de changer d'approche, d'ajuster notre approche à l'implantologie. Ensuite, pour être performant en implantologie, il faut avoir 30 cas d'implantologie par an, c'est-à-dire poser 40 à 50 implants par an. Pour, entre guillemets, trouver ces implants par an, ces cas tous les ans, c'est pas si simple parce qu'en dentisterie, le patient vient à nous. En implantologie, le patient vient pas forcément à nous. Donc, il faut changer notre discours pour justement recueillir ces cas. Ensuite, en implantologie, le versus durabilité, responsabilité à moyen et à long terme sont des côtés fondamentaux, extrêmement importants, plus importants encore qu'en dentisterie. Donc, pour pouvoir travailler dans la durabilité, il faut adapter notre discours pour rendre nos patients observants, par exemple pour l'hygiène, pour le port de gouttière. Donc, une analyse fine, psychologique, sociologique et financière permet de se rapprocher des besoins réels de nos patients. Ça nous permet d'adapter notre stratégie de présentation pour faire accepter nos plans de traitement et nos devis. Et ça permet de rendre nos patients plus observants et éventuellement d'éviter certains conflits. Donc, comment va-t-on faire cette analyse du contexte psychologique, sociologique et financier du patient? 4 points. Tout d'abord, il faut prendre en compte ses demandes initiales. Ensuite, il faut prendre en compte son vécu, exprimé ou non.
Puis, il faut déterminer son style de comportement social. Et enfin, il faut tenir compte de son environnement socio-économique. Donc, tout d'abord, comment prendre en compte de manière rigoureuse tout ça? Tout ça, ça commence par l'écoute. Il faut savoir écouter. Il faut changer notre écoute par rapport à une écoute pour du soin. C'est-à-dire pour du soin, on a vu que la demande, elle est évidente. Là, la demande est moins évidente. Donc, écouter et instaurer une relation de confiance. Une relation de confiance parce que là, on va être en rapport longtemps avec nos patients et on va devoir leur passer un plan de traitement un peu compliqué. Donc, tout ça, ça commence par quoi? Par un entretien libre, si possible en face à face. Hors de question, dans ce cas-là, par exemple, de questionner notre patient en étant à midi au fauteuil, de regarder son patient, voire de lui sourire, ce qui n'est pas toujours évident, en tout cas pour moi, quand on est pris dans les soins. C'est la première pierre pour une relation de confiance à long terme. Donc, dans un premier temps, il faut laisser parler le patient. Il faut lui laisser exposer sa motivation. Il y a même quelque chose de très bien, c'est de noter par écrit sa première phrase, sa première demande. Et ensuite, dans un second temps, on guide le patient. On passe à un entretien guidé. Là, j'aimerais souligner tout de suite l'importance de l'assistante. L'assistante doit être intégrée totalement dans l'implantologie. Et là, ça commence par là. L'assistante a un rôle majeur justement dans l'analyse psychosociologique. C'est un complément dans cette lecture. Donc, ces demandes initiales, sa demande, elle peut être multiple. Première demande, je veux des implants. La demande est implantaire, quelle que soit la cause, fonctionnelle, sociale, esthétique, peu importe. Là, bingo, on va être tout content, mais attention aux patients impulsifs, aux patients qui aujourd'hui veulent des implants pour une raison X, mais demain, peut-être qu'il ne faudra pas des implants. Plus d'implants. Donc, savoir lui faire prendre du recul pour le conforter dans son choix et parfois le dissuader. Lui faire prendre du recul parfois pour le freiner. Un exemple typique, c'est le fumeur. Moi, je réalise par exemple beaucoup de bridge complets sur un plan. J'ai plusieurs cas où j'ai freiné sur plusieurs années un fumeur pour qu'il arrête de fumer avant de passer au bridge complet. Pourquoi? Déjà pour notre confort, tout simplement parce qu'on a moins d'échecs chez le non-fumeur que chez les fumeurs, et également parce que je pense qu'on a un rôle en santé publique contre le tabac. Et là, quand on passe à une phase d'implantologie, on passe chez le fumeur une phase de reconstruction. Il a souvent perdu un implant, entre autres, en partie à cause du tabac. Là, on passe à une phase de reconstruction. Donc, c'est un moment où on peut lui parler et on peut souvent travailler sur sa fuite par rapport au tabac. Mais attention surtout à nous. C'est pas parce que le patient veut des implants qu'il faut être impulsif, qu'il faut y aller tout de suite. Là, évidemment, demain, je vous ai dit, il faut 40, 30, 40 implants par an. Demain, vous allez avoir un patient qui arrive dans votre cabinet qui veut des implants. Bingo, c'est top. Mais non, il faut toujours prendre son recul, faire toujours son analyse globale, parce que peut-être que l'implantologie, c'est pas la bonne solution. Peut-être qu'il y a d'autres solutions prothétiques, peut-être que c'est un patient qui, entre autres, il ne faut pas poser des implants pour une autre raison. Seconde chose, second type de demande, la demande, le patient arrive et je veux remplacer ma dent absente. Et bien là, il faut le guider. Il faut le guider vers notre choix et toujours pour nous prendre du recul. Il n'y a pas que l'implantologie. Troisième chose, la demande n'est pas prothético-implantaire. J'ai un problème, faites quelque chose. Par exemple, j'ai mal à une dent, elle bouge, faites quelque chose. Donc là, tout de suite, on essaye de comprendre, on trouve par exemple un exemple, une cause parodontale. Donc là, il faut faire comprendre au patient la cause et après lui expliquer la démarche. Ensuite, pas de demande spécifique, c'est-à-dire que le besoin n'est pas direct. Le patient vient, par exemple, pour un détartrage et nous tombe sur un besoin qui nous amène à l'implantologie. Et là, moi, tout le long de la formation, je vais essayer de vous motiver à élargir nos zones de lecture, de conscience, de compétences. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un patient arrive avec des migraines.
nous dit dans le questionnaire qu'il a des migraines. Nous, en travaillant un petit peu sur le questionnaire, on voit que c'est des céphalées de tension. Céphalées de tension qui peuvent venir d'un problème d'occlusion, de rapport intermaxillaire, qui peuvent nous mener à des reconstitutions prothétiques et à de l'implantologie. Autre exemple qui m'est arrivé en début de semaine, une patiente que je trouvais très fatiguée. Je lui parle de son sommeil, trouble, disons, sommeil non réparateur. Sommeil non réparateur, pour le dentiste, ça doit nous faire tout de suite, bingo, deux choses, paroxysme et gêne respiratoire nocturne. Deux choses intéressantes pour l'implantologie. Par exemple, gêne respiratoire nocturne, vous savez qu'actuellement, on a des gouttières qui marchent très bien, sauf qu'il y a une contre-indication formelle pour ces gouttières, c'est les appareils. Donc, pour remplacer les appareils, implantologie. Donc, élargissons nos zones de lecture. Donc, dans ce cas-là, il faut faire accepter le problème, comprendre le problème, puis, comme d'habitude, guider. Il faut avoir une démarche commune avec nos patients pour leur donner une confiance. Ensuite, il y a la demande d'expertise, grande prudence, surtout en débutant. Un patient qui vient parce qu'il est à son 4e devis, ben, prudence. Un patient qui vient pour un avis implantaire, prudence. Ensuite, dernier type de demande, poursuite d'un traitement déjà entamé. La même chose, prudence. Il faut comprendre pourquoi le traitement n'est pas fini chez nos confrères. Si c'est pour une histoire de voyage, de déménagement, pourquoi pas. Si c'est pour des problèmes plus délicats, là, grande prudence. En tout cas, dans ce cas-là, première chose, récupérer la traçabilité implantaire. Une chose incontournable, on ne doit pas traiter un patient qui a une demande esthétique et qui fait passer sa demande esthétique avant la santé. Ça, c'est vraiment un fondamental sur lequel on ne peut pas transiger. Ensuite, son vécu. Son vécu exprimé ou non. Son vécu, on peut l'exprimer autrement, ce chapitre, c'est tout simplement, mais pourquoi en est-il là aujourd'hui? Pourquoi ce patient, il lui manque ses dents? Ou pourquoi ce patient est devant moi dans mon cabinet aujourd'hui? Là, ça va, quand j'aurai répondu à ces questions, ça va me renseigner sur son vécu. Comment répondre? Toujours la même chose, observer, écouter et garder toujours un esprit critique, prendre du recul, garder un esprit critique sur ce que nous dit le patient. Et quand on aura fait cette analyse, quand on aura pris son temps, ça va nous amener sur des motivations conscientes ou non du patient. Des motivations qui sont parfois cachées, des motivations avouées ou non, et des pathologies. Le vécu, il ne faut pas oublier qu'il y a un principe qui sous-tend tout rapport entre les patients et leur maladie. C'est ce qu'on appelle le déni de bien-être. C'est-à-dire qu'un patient favorise toujours le déni de la notion de son bien-être personnel par rapport à une souffrance. Et tout à l'heure, nous avons vu que l'implantologie est une thérapie de confort. Là, donc, vous voyez que pour l'implantologie, on doit faire un grand écart. D'un côté, il y a bien-être, le patient refuse son bien-être personnel, et de l'autre côté, on propose une thérapeutique de confort. C'est pour ça qu'il faut bien souvent analyser où on en est au point de vue déni par rapport de bien-être pour le patient. Donc, son vécu, il vit bien son problème. Qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un patient qui arrive dans mon cabinet parce qu'il a cassé son appareil du bas, par exemple. Je lui fais réparer, je lui redonne, son appareil ne tient absolument pas, il est horrible, l'occlusion est catastrophique, il est complètement usé, mais le patient vit très bien son problème. Pourquoi? Deux solutions. Premièrement, soit il ne sait pas qu'on peut faire mieux, ou il a des nids de bien-être très élevés. Donc, dans ce cas-là, on doit avoir un discours approprié pour lui proposer un nouvel appareil. Un nouvel appareil et une nouvelle solution, peut-être à base d'implants, qui vont lui amener un meilleur bien-être. Deuxième solution, le patient vit mal son problème. Donc, quand il vit mal son problème, c'est qu'il ne sait pas qu'il y a des solutions, par exemple implantaires. Donc là, avoir un autre discours pour lui passer, lorsqu'on lui rend son appareil, lui proposer des solutions implantaires, lui ouvrir la porte vers le monde implantaire. Ensuite, deux chapitres sur lesquels qu'on va approfondir, parce que c'est des chapitres qui peuvent nous amener à des sources d'échecs graves. Premièrement, c'est des patients qui vivent de manière pathologique leurs problèmes, ou des patients
qui vivent de manière pathologique un non-problème. Ça s'appelle la dysmorphophobie. Donc, qu'est-ce qu'est la dysmorphophobie? C'est tout simple, vous allez comprendre. C'est ça, la dysmorphophobie. Un non-problème qui débouche sur une catastrophe. Donc, la définition par la DSM de la dysmorphophobie, c'est un TOC, un trouble obsessionnel compulsif et connexe. Et connexe, ça veut dire que c'est associé à son corps. Donc, deux types de dysmorphophobie où on retrouve justement le vécu, c'est le cas où il y a bien un problème corporel, mais qui est amplifié de manière pathologique. Et l'autre cas, c'est qu'il n'y a pas de problème et qu'il y a une création d'un problème avec une souffrance. La souffrance, c'est une anxiété. Donc, quelques chiffres qui vont, j'espère, vous marquer. 2% de la population générale a des troubles de dysmorphophobie. 4,2% des patients qui consultent des soins esthétiques, 8% de ceux qui sont là pour la chirurgie plastique ou soins dermatologiques, 7,5% de ceux qui consultent pour de l'orthodontie adulte. D'autant plus que la sphère sur laquelle s'appliquent les troubles qui nous intéressent, de dysmorphose, c'est surtout le visage. Donc, les professions, les spécialités qui sont le plus impactées par ces troubles, c'est qui? Chirurgie maxillofaciale, la chirurgie plastique, la dentisterie esthétique et l'orthodontie. Et nous, on voit que l'implantologie, on est quoi? On est au milieu de la chirurgie maxillofaciale, de la chirurgie plastique et de la dentisterie esthétique. Vous allez voir que quand vous... Là, je vais vous donner quelques moyens de repérer ces patients. Eh bien, très vite, vous allez en trouver dans votre patientèle. Par exemple, pour des soucis que vous avez eus sur des complets, pour des soucis que vous avez eus par une couronne qui était trop plate, trop bombée, on la change, et c'est de pire en pire, on la redresse, on la blanchit, on la rejaunit, et ça va de pire en pire. Donc, 6 caractéristiques. Ces patients ont 6 caractéristiques. Première caractéristique, c'est des patients qui s'observent ou qui passent leur temps à s'observer dans un miroir ou sur des photos. C'est des patients qui essayent de diminuer leur anxiété en parlant à leur entourage. Ça leur fait du bien pendant un petit temps et très vite, l'anxiété revient. C'est ensuite des patients qui ont une idée fixe concernant leurs défauts physiques. Ça, vous l'avez déjà rencontré. Vous avez bien beau leur montrer des photos parfaites, des photos de livres d'anatomie, des photos prises sur Internet, des schémas, ce que vous voulez. Ils contournent la photo que vous leur montrez, ils contournent votre raisonnement pour revenir à leurs défauts physiques. Quatrième point, c'est qu'ils en subissent une altération de leur vie sociale, affective, professionnelle. C'est-à-dire, parfois, ils n'osent plus sortir, ils n'osent plus montrer leurs dents. Ensuite, c'est des patients qui passent leur temps qui vont de dentiste en dentiste, qui multiplient les consultations parce qu'ils trouvent qu'ils ne sont jamais bien entendus. Et ensuite, c'est des patients, et ça c'est très important, qui, à force de passer de dentiste à dentiste, reçoivent des soins médicaux et chirurgicaux. Et en fait, ça empire leur anxiété, ça empire leur insatisfaction. Le principal pour nous, c'est de ne pas être le premier dentiste qui va leur poser un implant, parce que leur insatisfaction sera empirée. Donc, il faut vraiment les repérer. Donc, 4 signaux d'alerte. C'est des patients qui souffrent de manière disproportionnée par rapport aux défauts physiques dont ils parlent. C'est des patients qui sont perturbés dans leur vie sociale et affective et professionnelle. C'est des patients qui ont un gros passé médical concernant ce défaut. Et c'est des patients qui ont souvent des comportements un peu étonnants, totalement opposés. C'est-à-dire, c'est soit des patients qui viennent avec des dossiers médicaux importants, des photos jeunes, des photos de profil, des photos avec plusieurs éclairages, ou alors c'est des patients très secrets qui veulent, par exemple, pas parler de leurs problèmes devant l'assistant. Donc, quand on a ces 4 signaux, là, il faut faut être très méfiant. Donc, il y a un psychologue, qui a fait un questionnaire. Ces questionnaires, si vous voulez les avoir, Johan Green me parle.
n'hésitez pas à nous contacter et on va vous envoyer le questionnaire ultérieurement. Voilà. Donc, questionnaire de Veil. Après, le docteur Olivier Leroux, que je remercie beaucoup pour la présentation, pour m'avoir beaucoup parlé de ces troubles, a fait un questionnaire plutôt appliqué aux dents. Et donc, 7 points que je vous laisse dire, c'est 7 points faciles, très rapides à remplir quand on a un. Je t'arrête un instant, François, on a quelques questions. Oui. On nous demande si ce n'est pas délicat quand un patient vient pour un compo à refaire sur une centrale et que l'on constate 3 dents manquantes, par exemple. Ne risque-t-on pas de le faire fuir en parlant d'un planteau directement, en parlant d'un planteau? Bah là, c'est là où il faut être fin. Mais moi, j'aurais tendance à te dire, une dent ébréchée, moi, ça va me faire tout de suite penser à 2 choses. Bruxisme, d'un côté, donc vision globale. Et l'autre chose, c'est le but, c'est pas soigner son composite, mais c'est d'intégrer dans un ensemble, dans l'ensemble des besoins du patient. S'il lui manque des dents derrière et que sa mastication est mauvaise, je pense qu'on lui rend service en lui ramenant une fonction correcte au point de vue mastication, au point de vue postural. Donc c'est pour ça qu'il faut profiter d'avoir ce patient pour non seulement lui soigner et intégrer son composite dans un ensemble, peut-être un ensemble esthétique, parce que ça cache peut-être aussi un sourire à modifier, des teintes à modifier, mais évidemment qu'il faut continuer à lui parler. Mais justement, on va avoir des moyens tout à l'heure pour savoir parler à ce patient. On reviendra sur cet exemple d'un petit moment. Ensuite, 4 applications pratiques pour le dysmorphophobe nous concernant. Premièrement, il faut revenir à la demande. La demande d'un dysmorphophobe est souvent floue, c'est-à-dire qu'il se focalise sur une dent, mais on ne saura pas. Un jour, ça sera un problème d'éclaircissement, un jour, ça va être un problème de bombée, le 3e jour, ça va être un problème d'alignement, le 4e jour, il faudra remplacer la dent. Peu importe, il faut revenir, vraiment disséquer la demande. Ensuite, tenter de comprendre les aspirations profondes. Est-ce que l'aspiration profonde est normale ou est-ce qu'elle est pathologique? En intégrant le besoin de rajeunissement. Il faut voir que parfois le besoin de rajeunissement peut être pathologique. Dans ce cas-là, méfiant. 3e chose, il faut toujours partir des techniques les plus douces vers les techniques les plus traumatisantes. Et nous, en chirurgie implantaire, en implantologie, on est plutôt vers les techniques les plus traumatisantes. Donc, face à des patients où on aurait quelques doutes, il faut partir vers des techniques douces, style éclaircissement, style gouttière pour valider l'esthétique, mock-up pour valider, et petit à petit, on va vers l'implantoprothétique. Et enfin et surtout, s'il y a une suspicion, c'est vers un médecin spécialisé, voire un psychiatre. Interdiction formelle de soigner un patient parce qu'on lui fait du mal. C'est une blessure, puisqu'on a vu que plus on le traitait, plus sa pathologie augmente, plus ses angoisses augmentent. Donc là, on va quitter son vécu pour aller vers son style de comportement social. Je t'arrête encore un Quelques instant. questions. On a quelques questions. On te demande si un patient qui est réfractaire par principe à l'implanto, c'est rédhibitoire pour établir un devis. Première chose, il faut savoir s'il y a d'autres solutions ou non. Des patients vraiment réfractaires à l'implanto, quand on a le discours. Alors là, il y aura un chapitre, je reviens sur le plan du cours, à la fin, il y aura un chapitre sur comment présenter l'implantologie. Non seulement ce chapitre sera présenté par moi, mais par mes 4 confrères du cycle long, chacun présentera son mode de présentation, sa façon de présenter. Un patient réfractaire à l'implantologie de manière, on est d'accord, psychologique, qui ne veut pas. Voilà. C'est-à-dire qui, Oui. qui ne veut pas, qui ne veut pas. Qui ne veut pas, il ne veut pas, je vais te choquer peut-être, parce qu'on ne sait peut-être pas lui présenter. Quand on commence à avoir tous les outils, c'est très rare. Moi, je dirais que ça n'arrive pratiquement jamais qu'un patient, par principe,
quand ce n'est pas une raison financière, hein, il y a d'autres choses, hein, mais quand c'est quelque chose de, par exemple, de l'ordre de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, il faut justement lui donner confiance. Et quand c'est de l'ordre, par exemple, le titane, il faut lui donner confiance, il faut avoir un langage. Là, on va justement arriver là pour avoir des moyens de langage. Je dirais que ça ne m'arrive pas, ou vraiment exceptionnellement. Après, je vais en parler tout à fait à la fin, il faut faire tous les devis. Moi, je fais de toute façon plusieurs devis. Hein. Il faut faire tous les devis et après, c'est quand même le patient qui choisit. Mais je pense que c'est dans ma capacité et même c'est nécessaire que je lui présente toutes les solutions et surtout que je lui présente celle que je pense la meilleure pour lui. Voilà. J'ai vraiment une implication dans ce que je lui propose. Donc, son style de comportement social, ça, c'est une analyse qui fait suite au travail de Charles Osgood, un Américain des années 50, qui, à partir de 4 éléments simples, détermine un style de comportement social. C'est quoi un style de comportement social? C'est une technique pour comprendre son mode de fonctionnement dans un groupe. Ça va nous permettre pas mal de choses. Ça va nous permettre quelque chose de très important, c'est de déterminer ses besoins, les besoins fondamentaux du patient, donc les besoins fondamentaux, quelle solution lui proposer? Ça va permettre de s'approcher de nos besoins fondamentaux. Comment faire que je sois à l'aise pour lui présenter? Donc, adapter mon discours par rapport à lui. Hein. Ça va permettre de comprendre nos points forts, nos points faibles, pour s'appuyer sur nos points forts, pour essayer de combler nos points faibles ou pour parfois les contourner. Ça va nous permettre de comprendre comment adapter notre discours, nos gestes, nos comportements pour le motiver, pour lui faire accepter nos plans de traitement. Et aussi très important, c'est comment faire pour désamorcer des contextes de tension. Comment faire de notre côté, c'est-à-dire quel comportement je dois avoir et quel discours, quel outil de discours je vais utiliser pour désamorcer des contextes de tension. Ça peut être tout simple, par exemple, un retard de ma part ou un retard du patient. Mon discours, ma parole ne va pas être du tout de la même façon en fonction du style de comportement social du patient. Donc, comment ça marche? C'est extrêmement simple. On part de 2 caractéristiques psychologiques simples à appréhender. Est-ce que notre patient ou est-ce que nous, on est expansif ou on est réservé? Premier profil psychologique. Deuxième caractère psychologique, est-ce qu'on est plutôt ascendant ou consentant? Là, vous voyez 2 profils dits faciles à appréhender. De ces 4 points, on va construire quelque chose qui est beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'un patient qui est ascendant et expansif, par exemple, on va le nommer, on va le classer entre guillemets comme un patient promouvant. Un patient expansif et consentant, ce sera un patient facilitant. Un patient qui sera ascendant et réservé, ce sera un patient contrôlant. Et un patient consentant et réservé, c'est un patient analyste. Donc là, je vous ai tous perdus, vous êtes tous en train, derrière votre ordinateur, de vous creuser la tête en vous disant qu'est-ce que je suis? C'est dommage qu'un patient présentiel, là, c'est toujours des moments assez croustillants. Donc, je vais vous aider. Pour nous, dentistes, qu'est-ce que c'est si on est promouvant? Comment on est? Notre cabinet, il est résolument moderne. Même plus simple, l'assistante va nous aider avec le type de voiture du patient. On est généralement très ouvert, souriant, porté vers autrui. On sait prendre des risques, ça c'est notre point fort. Par contre, on est peu patient. On est souvent en retard, débordé. Pour nos patients, c'est des gens qui sont tournés vers le futur, qui sont souvent à la mode, qui ont vraiment la dernière voiture à la mode. On les entend dans la salle d'attente, ils prennent de la place, ils sont souvent en retard, ils sont débordés. On a de la peine à leur donner des rendez-vous parce que même s'ils sont à la retraite, leur carnet de rendez-vous est de toute façon surbooké. Par contre, il faut savoir quelque chose qui nous importera, c'est que c'est des patients qui pardonnent volontiers l'échec quand c'est une nouvelle technique ou c'est un nouveau produit. Donc, que leur proposer? Le besoin fondamental, c'est se coller
à la solution, au plan de traitement pour se coller à leurs besoins, pour leur bien-être. Eh ben, il faut leur proposer à bénéfice, santé, confort, prix équivalent, il faut leur proposer la solution la plus moderne, la plus la plus innovante. Comment les motiver? C'est-à-dire les faire rentrer dans notre logique, comment leur faire accepter nos plans de traitement et nos devis? Il faut les reconnaître. Faut les appeler par leur nom. Il faut être ludique. Il faut présenter notre plan de traitement, nos techniques, hein, que ce soit un laser, quoi que ce soit, l'implant, ça sera le dernier implant, ça sera une nouveauté, il est in, et c'est plutôt des techniques réservées à une élite. Par contre, ne pas s'apesantir dans les explications, il ne faut pas être trop technique. Face à une complication, eh ben, il faut se remettre derrière que c'était une nouveauté d'une technique. Ils pardonneront mieux si c'est une technique moderne, si c'est un implant moderne, si c'est un produit nouveau. Ne pas rentrer dans les détails techniques de la complication et lorsqu'on a une nouvelle démarche pour résoudre la complication ou l'échec, eh ben, il faut de nouveau repartir en présentant comme quoi on va utiliser une technique moderne ou nouvelle. Alors, j'ai une question au sujet du tabac. Quel est le curseur, quel est ton curseur à partir duquel, chez le fumeur, tu n'interviens plus? C'est extrêmement intéressant comme question. C'est une question sur laquelle on va parler énormément, mais pas du tout aujourd'hui, lors de l'analyse physiopathologique. Et je pense que c'est complètement dépassé de dire j'interviens ou j'interviens pas. C'est ce que j'expliquais un peu ce matin lors de donc, notre chapitre, car il n'y en a voir là, ça sera le prochain chapitre. Maintenant, on est un patchwork d'interventions, de nuances. C'est-à-dire que le tabac et la quantité de tabac fait partie d'un ensemble. Je m'explique. Tabac plus, par exemple, gencive fine, c'est pas du tout la même chose que tabac et des tonnes de gencives kératinisées et gencives épaisses, ou tabac et diabète, ou tabac et peu importe. Donc, c'est toute justement la perception du terrain. C'est une très bonne question, le tabac parce que ça fait intervenir, on ne peut pas prendre le tabac seul. Évidemment, là, dans le cours sur la physiopathologie, je vais donner des statistiques d'échecs ou de non-échecs par rapport au tabac. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend du reste. On ne peut pas sortir, comme on ne peut pas sortir des bons ou des mauvais résultats en fonction d'un implant, on ne peut pas sortir des bons ou des mauvais résultats en fonction que du tabac. Là, on était parti très loin. On revient aux patients facilitants. Donc, les patients facilitants, c'est des patients expansifs et consentants. Donc, nous, on sera, si on est facilitant, on est en accord avec le groupe. On fuit les situations de conflit. On n'aime pas du tout le conflit. On prend souvent des décisions avec nos prothésistes. On n'a pas forcément beaucoup d'esprit critique et d'analyse. On aime suivre. On est très aimable, peu agité, calme, et on aime être complimenté sur notre approche avec nos patients, sur la gentillesse, sur l'affabilité qu'on a avec nos patients. Pour nos patients, c'est un peu la même chose. C'est des patients qui n'élèvent pas la voix, on ne les entend pas dans la salle d'attente. C'est des patients qui n'aiment pas le conflit, qui les fuient. Attention, c'est des patients où ça nous paraît très simple. Ils acceptent les plans de traitement, ils acceptent les devis, ils disent rien, et pchit, ils ont disparu. C'est des patients qui sont assez dangereux parce qu'ils fuient en disparaissant. Par contre, c'est des patients observants pour l'hygiène, pour les gouttières. Donc, quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'il faut leur proposer? Ben, c'est simple, c'est la technique la plus. Donc, un rapport bénéfice, santé, confort, prix équivalent. Eh ben, c'est la solution la plus éprouvée, la plus classique. C'est la solution la plus utilisée. Donc, pour les motiver, pour leur donner confiance, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les apprécier. Eux, il faut les appeler par leur prénom. Il faut être familier. Il faut passer du temps avec eux. Il faut que l'assistante passe du temps. Il faut qu'on soit même à deux à passer du temps. Il faut être à l'écoute. Ils sont très affectifs, donc il faut leur dire que tout le monde les aime dans leur cabinet. Il faut les passer dans le groupe, c'est-à-dire que si je veux utiliser l'implantologie, ben c'est la technique que maintenant j'utilise le plus dans le cabinet, que tout le monde dans le cabinet utilise cette technique-là. Et on peut, l'assistante a un énorme rôle par rapport au patient facilitant, elle a beaucoup moins de rôle par rapport à un patient promouvant. Mais par rapport à un patient facilitant, la proposition doit être répétée par l'assistant, par même le prothésiste, par d'autres confrères.
Donc, l'apprécier, donc je vous ai dit, l'appeler par son prénom. En cas de complication, lui faire comprendre vraiment que son ressentiment, son ressenti négatif, eh ben, la masse des gens, la plupart des gens auraient le même ressenti négatif. Il ne faut surtout pas qu'ils se sentent seuls dans l'échec. Et alors, danger absolu, attention de ne pas couper le dialogue. Donc, par tous les moyens, redonner des rendez-vous parfois un peu insignifiants pour qu'ils reviennent. Ne pas couper le dialogue en cas de complication. Ensuite, le patient analysant. Donc, le patient analysant, je vous répète, c'est le patient qui est réservé et consentant. Donc, si on est analysant, qu'est-ce que c'est? On est tourné vers le passé. Hein. Notre référence, c'est le passé. On suit la littérature scientifique et on aime bien la littérature scientifique qui étudie les statistiques, donc qui s'ancre dans le passé. C'est des confrères ou c'est nous quand on n'est pas très préoccupé par les conséquences affectives de nos actes. On est très rigoureux, très step by step, froid, méthodique. Et un de nos dangers, c'est qu'en cas de conflit, eh ben, on s'appuie sur notre propre logique, qui est en général, en implantologie, la bonne, mais on ne tient pas compte de la vie des patients. Donc attention, ça c'est notre point faible. Le patient, c'est des patients peu loquaces, réservés, mais patients. C'est des patients qui ont salle d'attente, même si on est en retard, pas de souci, il n'y a pas de problème. C'est des patients qui ne croient que ce qu'ils voient. Ils comparent, ils aiment les preuves. Donc, il faut montrer des photos, il faut montrer des radios, il faut montrer des évolutions. C'est des patients extrêmement observants. On leur dit un type de dentifrice, 3 ans après, ils utiliseront toujours ce type de dentifrice. Donc, que leur proposer? Eh bien là, il faut proposer la solution la plus étape par étape, la plus méticuleuse. Et il faut qu'ils voient que c'est un montage méticuleux, que le projet implantoprothétique, c'est quelque chose étape par étape. Que faire pour les motiver? Il faut les sécuriser, il faut garder de la distance. Là, on va l'appeler par monsieur, par maître. Il faut les complimenter tout de suite sur leur travail, sur leur hygiène, sur leur entretien. Il faut tenir compte des remarques. Donc ça, il faut les noter, même avec des dates. Si c'est des remarques qu'ils ont fait, ils seront très touchés. Ils ont une remarque qu'ils nous ont fait il y a 1 mois, il y a 2 ans. Si on arrive à leur ressortir, là, ils vont avoir une confiance, vraiment avoir confiance en nous. Il faut rentrer dans les détails, il faut être très rigoureux, il faut montrer des radios, des photos, des moulages, des photos des autres. Surtout, pas d'essai. Moi, j'ai un exemple, j'y pense parce que là, on est en face de la salle de chirurgie de chez l'IRA ETK. Un patient analysant, j'avais vu comme analysant, mais qui avait tellement peu d'argent que je lui ai proposé de l'implantologie ici dans le cadre d'une chirurgie en direct, donc beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. J'étais très surpris, il n'a pas voulu. Parce que chirurgie ici veut dire peut-être essai, nouvelle technique. Non, il a préféré régler normalement chez moi, mais qui soit dans un cadre qui est validé, où qui connaît tout, où tout est validé, où il n'y a pas eu du tout d'essai. On peut multiplier les examens et lui montrer, c'est-à-dire on fait un panneau, et après on fait un CBCT, et après on fait des analyses. Vraiment, il faut step by step. Il demandera à réfléchir, donc ne pas être pressé pour la prise de devis. Là, il y a justement pour l'acceptation du devis, vous voyez, en fonction du type de comportement social, on ne peut pas dire faut faire signer les devis tout de suite ou dans une séance ultérieure ou par mail. C'est en fonction du comportement social. Il faut vraiment s'appliquer au temps. Donc, il va demander à réfléchir. Par contre, quand il l'acceptera, il l'assumera jusqu'au bout. Et enfin, en cas d'échec, surtout ne pas perdre ses remarques, ne pas les oublier, les noter et noter les dates. Il faut être très rigoureux, rentrer dans les détails. On a perdu tant d'os au bout d'1 an, on a perdu tant d'os au bout de 2 ans, et là, maintenant, on a perdu trop d'os, il faut faire quelque chose. Hein. Il faut repréciser qu'on n'a pas du tout fait d'essai, que c'était l'implant le plus validé, le plus classique. Ne pas oublier de nouveau le complimenter sur son hygiène. Ce n'est pas son hygiène qui est. Enfin, le contrôlant, réservé et ascendant. Donc, c'est le confrère, le résultat compte avant tout. Le résultat de son traitement,
pas forcément le résultat sur le patient. Attention. Il se donne les moyens techniques et humains. Il a tout. Sans esbrouf, mais il a tout. Des caméras, les lasers, il a tout. Voilà. Il est guetté par le surtraitement et travaille volontiers pour la radio. Là, je reviens à ce que je viens de dire avant. Il va refaire une endo pour avoir une radio parfaite, même s'il n'y a pas de figure applicable. C'est qu'un patient qui a peu de disposition à aller vers le patient. C'est intéressant pour lui de connaître ce point faible. Je donne un exemple. Par rapport à un patient du 4e âge où c'est déjà peut-être plus difficile d'aller vers lui, mais où c'est quand même très important d'aller vers lui, de lui prendre la main, des choses comme ça. C'est important de savoir son point faible et de travailler sur ce point faible pour aller vers. Ensuite, le patient, c'est ponctuel, n'aime pas perdre son temps. Alors lui, par contre, si on est en retard, il va nous le faire savoir. Salle d'attente, boum. C'est un patient qui ne parle que d'une chose, qualité-prix. Peu sensible aux éléments décoratifs, il ne va jamais vous parler du Picasso que vous avez dans votre salle d'attente. Peu sensible de l'accueil et peu versé sur les émotions. Que lui proposer à lui? Le plus efficace sur le plan fonctionnel, le meilleur rapport par qualité-prix, avec une notion de temps. Rapide, efficace, meilleure qualité-prix. Et là, bingo. Là, vous aurez rarement des patients qui ne voudront pas d'implantologie. Mais il faut vraiment tout mettre, il faut aller au fond des choses pour faire accepter nos projets implanto-prothétiques. Donc, pour le motiver, pour lui faire prendre confiance, laissez prendre les décisions. Ça, c'est la technique qui marche à 100% face à un contrôlant. Il faut qu'il ait la sensation que c'est lui, on l'a guidé, mais c'est lui qui prend la décision. S'il a la sensation que tout est prémâché, que vous faites tout, il ne va pas être en confiance et il va fuir. Voilà, ça, c'est vraiment une clé qui est performante. Il faut être direct, il faut être clair. Il ne faut pas tourner autour du problème. Votre dent, elle bouge, elle a un problème parodontal. Le problème parodontal, parce que votre dent, elle est fichue, il faut l'enlever, il faut la remplacer par un implant. Prisme d'efficacité, présenter des objectifs, des plans de traitement très clairs, avoir des contrats, voire des contrats signés. En parodontologie, c'est des techniques qui viennent de la parodontologie, en fait, moi que j'ai appris pour la parodontologie, parce qu'en parodontologie, il faut que nos patients soient extrêmement observants. Et quand les patients ne sont pas observants, ce n'est pas que des patients, c'est le couple patient-dentiste qui n'est pas performant. Donc, il faut trouver les moyens pour être performant. Et donc, en paro, on signe un contrat par rapport aux patients. Et on signe le contrat surtout pour les patients contrôlants. Pour un patient promouvant, surtout pas. Et il faut lui présenter donc le traitement le moins coûteux, le plus court. Il faut lui parler de temps, de gain de temps et d'un gain d'argent et de rapport qualité-prix. Il faut lui parler comme un investissement minimal sur le temps long. Peu de temps d'investissement, peu d'argent d'investissement, mais surtout peu de temps. L'argent, c'est toujours délicat d'en parler, mais peu de temps d'investissement pour un investissement sur le long terme. Ensuite, en cas de complication, être clair, être direct. Ne surtout pas ne pas être à l'aise si l'implant, par exemple périimplantique, j'espère que vous aurez très peu pas plus de périimplantique que nous. On a maintenant très peu de périimplantique. En cas de périimplantique, il faut être clair, direct. Votre implant, il est fichu. Point. Il ne faut pas essayer de contourner le problème. Il faut dire clairement ce qui ne va pas. Ensuite, il faut repasser un contrat. Un contrat pour solutionner la complication ou l'échec. Donc, évidemment, il ne faut pas voir ça comme un damier, un jeu d'échecs. Il faut être assez fin pour comprendre que personne n'est tout blanc, mais personne n'est tout noir. Chacun a un peu de chaque style, je vois bien. Moi, j'utilise énormément ces outils de style de comportement social pour le profil opposé à soi. Par exemple, pour un promouvant, ça sera l'analysant sur lequel il va avoir de la peine à donner confiance, il va avoir de la peine à avoir un bon rapport. Pour un contrôlant, ça sera un facilitant. Et deuxième chose, c'est son propre style de tendance, de comportement social qu'on a le plus de peine à percevoir. Admettons le confrère qui sera analysant, c'est le profil des analysants qui va avoir le plus de peine à percevoir.
Mais c'est vraiment une boîte à outils extraordinaire pour être performant dans notre discours. Et vous avez vu, le discours, c'est pas le plus important, pour répondre au mieux et vraiment pour s'adapter au patient dans les besoins du patient. Il ne faut pas croire que c'est qu'un outil de marketing. Pour moi, c'est déjà, moi je suis là pour répondre au mieux aux besoins du patient. L'implantologie doit répondre à un besoin. On ne doit pas faire de l'implantologie pour faire de l'implantologie. On est là pour répondre aux besoins du patient. Et là, c'est vraiment un outil extraordinaire pour se coller aux besoins du patient. L'environnement socio-économique, là, je vais être très rapide parce que c'est à peu près la même chose que pour la prothèse. Tant les 3 points avant, il faut être beaucoup plus fin pour que la prothèse classique. Il ne faut pas être beaucoup plus fin que pour de la prothèse à visée esthétique, mais que pour de la prothèse classique, il faut être beaucoup plus fin. Pour l'environnement socio-économique, on retombe à peu près sur les mêmes contraintes que pour de la prothèse classique. Donc, tout d'abord, Patrick Misicka, Roux et Marc Baer, il y a déjà fort longtemps, vous vous rendez compte, il y a bientôt 20 ans, disaient que l'implantologie, c'était une hérésie de penser que c'était réservé aux catégories socio-professionnelles élevées, fortunées, à une élite. Non, il faut faire attention à nos préjugés socio-professionnels. Moi, j'ai quelques exemples personnels vraiment où mon assistante s'est fichue de moi. Où vraiment j'étais fatigué, et en fait c'était quelqu'un qui aurait parfaitement pu avoir de l'implantologie ou des gros traitements. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est toujours rester ouvert, faire attention à nos préjugés, toujours présenter plusieurs plans de traitement, donc toujours présenter le plan de traitement implantoprothétique, toujours présenter le plan de traitement implantoprothétique bridge complet, sauf s'il y a des contre-indications ailleurs ou si le tableau clinique fait qu'il vaut mieux pas le présenter. Donc, parce qu'on va avoir des surprises. Et parce que ce devis va servir à quelque chose. C'est peut-être qu'on va faire là un appareil avec 2 attachements, mais 10 ans après, moi j'ai eu le cas où le patient revient avec le devis de bridge complet. Donc, vous voyez, en ayant cette analyse rigoureuse sur ces 4 points, je pense qu'on peut vraiment rendre service au patient en se collant à ses besoins et créer une dynamique implantaire en récupérant un maximum de cas. J'ai 2 questions. Quelles étaient les principales difficultés que vous rencontriez au démarrage de votre activité en implantologie? Alors, je vais avoir 2 réponses. Difficulté, création d'une dynamique implantaire, c'est-à-dire avoir assez de cas pour être performant, avoir ces fameux 40 à 50 implants par an. Donc, pas savoir repérer les cas, pas savoir communiquer. Donc, le tutorat, là, nous amène vraiment quelque chose. Le tutorat, tous les cas d'implantologie, même les cas compliqués, sont faits tout de suite dans le cabinet. Donc là, la dynamique implantaire arrive tout de suite parce que tous les cas sont faits et en plus, le tuteur va amener son discours, va amener son poids, va amener sa manière de présenter. Donc ça, c'était la difficulté. Le piège, deuxième réponse. Je le dévie un petit peu, quel était le piège quand je débutais, quand on débute? Moi ou les confrères que je fais débuter, puisque j'en ai fait quand même débuter beaucoup, c'est qu'on est omnibilé sur le court terme. On est omnibilé sur quel implant, quel diamètre, quel axe. Je dirais quelque part, c'est pas le plus important. Le plus important, l'implant, il est là, il doit être là pour 20 ans, pour 30 ans. Donc, sortir du court terme, de l'immédiat, qui est assez facile à appréhender. Et je pense que le cursus de notre formation, on est tout le temps là pour revenir, que l'important, c'est le moyen et le long terme. Un échec au bout de 5 ans, c'est un échec qui est parfois beaucoup plus embêtant que de devoir changer d'implant lors de la chirurgie ou changer d'axe lors de la chirurgie. La difficulté, créer une dynamique implantaire pour avoir assez de cas. Si on a assez de cas, l'implantologie, elle est facile, surtout dans une structure de tutorat. Et troisième point important, mais là, dans le cours, j'y reviens tout le temps, on a toujours un problème au début. On estime que l'implantologie, c'est comme la dentisterie. Non, l'implantologie, c'est proche de la dentisterie, mais ce n'est pas de la dentisterie. Je donne un exemple, la liaison os-dent. Il y a un ligament. Énormément de choses découlent de ce ligament. La paro,
la biomécanique. Là, c'est une liaison directe, os, titane, os, implant. Et ben, toute notre logique doit changer parce que c'est très proche, ça ressemble, on dirait que c'est la même chose, mais c'est pas la même. Donc, il faut vraiment au début se sortir de cette logique de dentisterie pour arriver dans une autre logique qui n'est pas plus compliquée, mais qui est différente, qui est même souvent plus simple qu'une dent, et vraiment appréhender ces différences. Tout le cursus long, c'est justement sur ces différences. Bien, on nous demande aussi si le numérique t'a apporté des facilités dans la communication et le suivi de tes patients. Bon, et il y a deux choses sur l'analyse. Qu'est-ce que le numérique peut m'apporter sur l'analyse? Hein, voilà. Et qu'est-ce que le numérique peut m'apporter sur la communication avec le patient? Ben, je vais te décevoir, je pense pas grand-chose. Mais c'est très personnel. Là, comme j'ai dit, durant le cursus, tous mes confrères du cursus vont présenter leur enjeu. Moi, j'aime pas avoir un écran en salle d'attente pour que le patient vienne et me dise j'ai vu ça, j'aimerais de l'implantologie. J'aime bien créer la démarche personnelle, c'est-à-dire, comme je l'ai montré, lui faire suivre ma démarche de guider. Donc, non, des écrans, si la photo numérique, évidemment, je lui montre des photos, bien sûr. Je lui montre donc durant le cursus, on va donner aux confrères des présentations pour présenter avec des photos. Et vous avez compris qu'on présente pas exactement de la même façon un promouvant que par exemple un analysant. Eh ben là, la photo numérique, bien sûr. Voilà, j'oubliais la photo numérique, j'oubliais le CBCT, qui était une révolution, j'oubliais le panneau numérique. Oui, ça a tout changé. Ça a tout changé. Je pense que Voilà. c'est plus autour de ça. Par contre, là, on est très caméra numérique. Trios, autre chose. Non. Là, présentement, non. Parfois, je peux montrer une photo de caméra numérique, mais non. Non, moi, je suis quand même énormément dans le rapport humain. Là, tu as compris que c'était donner confiance. C'est rentrer dans le rapport de confiance, c'est humain. Se mettre derrière des écrans, ça, c'est pas moi. Mais justement, je pense qu'il y a autant de bonnes techniques de présenter l'implanto que de poseurs, que de gros poseurs. Donc, c'est pour ça que mes 4 autres confrères vont présenter leur technique. Puisque tu parles de tes 3 autres confrères, donc c'est vrai que vous êtes 4 pendant le cycle complet en implantologie. Vous avez les dates qui sont reprises à l'écran, les dates des prochaines sessions. Je vous rappelle que le cycle complet, c'est une formation exclusive d'Evolue. Evolue, c'est un organisme de formation partenaire de l'IRA-ETK. Depuis plus de 10 ans, on travaille avec les professionnels des milieux dentaires, les praticiens, leurs assistantes, leurs prothésistes. C'est plus de 300 professionnels qui ont été formés. On a des formations qui sont disponibles en présentiel, mais également en e-learning. Je vous invite à consulter le programme complet de nos formations sur evolue.dental. Et vous pouvez également bénéficier d'une prise en charge auprès des organismes financeurs de la formation, puisque Evolue bénéficie du logo Datadoc pour le sérieux et la qualité de ces formations. Je vous remercie à tous pour votre participation. Vous pouvez retrouver le portrait de François et le portrait de tous ses confrères dans la playlist Evolue. Toutes nos formations sont donc sur evolue.dental et vous retrouvez toute notre actualité sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au Voilà, revoir. bonsoir.